Diop, il est professeur titulaire des universités. Il est également le président plutôt de la première commission du Haut Conseil des collectivités territoriales. Bonsoir professeur Sow et merci d'être là. Et bonsoir Aram, bonsoir Pape Djibril. On va d'abord commencer par votre deuxième session ordinaire qui a démarré aujourd'hui. Sur quoi ont porté vos discussions? Merci beaucoup. En fait, nous sommes tenus de tenir chaque année 4 sessions ordinaires, compte tenu aussi des sessions extraordinaires possibles. Mais avec la pandémie cette année, nous sommes profondément affectés sur le plan de du déroulement de nos activités. Cependant, on a quand même voulu travailler en présence du virus, comme le dit le président de la République. C'est dans ce cadre-là que nous avons préparé cette deuxième session qui doit prendre fin le 19 octobre au plus tard, conformément au décret portant convocation. Et nous avons choisi les thèmes du financement et de la fiscalité des collectivités territoriales à l'épreuve de la Covid-19. Parce qu'aujourd'hui, vous savez que nous vivons une situation particulière au niveau mondial et le Sénégal ne fait pas l'exception. Nous passons d'un taux de croissance projeté à 7% à un taux de croissance inférieur à 1%. Les recettes fiscales, vous avez vu les résultats, et les collectivités territoriales sont financées en grande partie sur la base de 5,5% de la TVA collectée de la dernière année connue. Et autant de choses qui font que la coopération décentralisée, le partenariat public-privé, le secteur privé qui est affecté, même les recettes fiscales au niveau local, ce qui fait qu'aujourd'hui nous voulons tout de suite travailler, réfléchir sur ces problématiques-là et formuler des recommandations et des propositions, tant du point de vue de la gestion pendant la pandémie, mais également anticiper un peu sur l'ère post-Covid avec des propositions. Bien avant la Covid-19, le financement ou la fiscalité des collectivités territoriales ont toujours posé problème. Absolument. Oui. Qu'est-ce qui change finalement? Parce qu'avec l'acte 3 de la décentralisation, beaucoup avaient l'impression que peut-être il y aurait un léger mieux dans la gestion des communes. Mais on dirait qu'ils ont été plutôt asphyxiés. Mais en vérité, la phase 2 de l'acte 3 devait porter principalement sur la réforme financière de la décentralisation, sur la réforme de la décentralisation financière. Il fallait d'abord réformer, mettre sur pied l'architecture de la décentralisation, les nouvelles structures, revoir un peu les hauts et les bas, les réformer. Mais après tout cela, les élus locaux ont noté qu'il y a un problème très sérieux par rapport au financement de la décentralisation. Et je pense que la phase 2 devait porter sur cela, même si aujourd'hui, certains qui jouent avec les chiffres vont toujours invoquer des chiffres en disant que non, le fonds de dotation de la décentralisation a connu une hausse de 46% de 2012 à 2020. Le fonds d'équipement des collectivités territoriales, qui est destiné à l'investissement, a connu une hausse de 99%. C'est un embellissement en matière de chiffres, mais sur le plan de l'impact, il y a un problème très sérieux. C'est quoi le problème très sérieux? Entre-temps, il ne faut pas oublier également une chose. Non seulement les entités bénéficiaires ont connu une hausse extraordinaire, on est passé de 14 conseils régionaux à 42 conseils départementaux, plus quelques villes, 3 villes ou 4 villes, 3 villes du moins, qui sont des bénéficiaires. Les communautés rurales qui étaient au nombre de 386, mais sont devenues des communes de plein exercice aujourd'hui. Il y a la taxe rurale qui est devenue obsolète, qui n'existe plus, qui est remplacée par un autre impôt que les collectivités peinent à collecter. Il y a autant de choses, et entre-temps aussi, il y a aussi, il ne faut pas oublier, quand même une évolution du poids démographique. Il faut l'oublier. Maintenant, l'autre aspect, moi je dis, souvent, il ne faut pas qu'on se contente de l'évolution des pourcentages en matière de transfert, mais aussi de l'évolution du budget. C'est-à-dire, peut-on comparer les montants du budget de Diouf de 2000 qui ne dépassait pas 500 milliards, au dernier budget de Wade de 2500 milliards, à celui actuel qui dépasse les 4000 milliards de projections avant la pandémie. Ce sont autant de choses qui font qu'il faut appréhender les choses sous l'angle des résultats, de l'impact direct et du bien-être des populations par rapport aux services et aux livrables assurés par les collectivités territoriales. Que faudrait-il faire aujourd'hui pour rectifier le tir? Mais ce qu'il faut faire est très simple d'abord. C'est créer un cadre clair de bonne gouvernance, de transparence et de réduction des comptes d'abord. C'est très important d'abord. Assainir d'abord cet environnement-là pour éviter que l'augmentation de transferts financiers ou des moyens mis à la disposition de la collectivité locale puisse servir à autre chose ou à enrichir illicitement des personnes ou des groupes. Que le fictif ne puisse pas être valorisé, que la surfacturation ne puisse pas avoir droit de cité, que les détournements d'objectifs ne puissent pas être mis en œuvre, mais également que l'État
qu'il y a les collectivités locales qui sont des démembrements de l'État en vérité. La logique de confrontation ou de compétition n'a aucun sens. Une collectivité locale, par définition, est un démembrement de l'État. Un élu local est par définition, ce sont les textes qui le disent, un agent de l'État. Et par conséquent, donc, ce qui est bon pour les maires, ce qui est bon pour les maires de conseil départemental, ce qui est bon pour la collectivité territoriale doit normalement, politiquement, administrativement, économiquement, l'être pour l'État central. Donc l'État doit être décentralisateur en abandonnant un certain nombre d'impôts et de taxes au profit des collectivités territoriales. Par ailleurs, on prend le conseil départemental qui vit exclusivement des transferts financiers en dehors de la coopération décentralisée. Il faut aujourd'hui créer des impôts locaux dédiés au département. Il faut que l'État abandonne certains impôts au profit des collectivités. Par ailleurs également, pour renforcer l'attractivité du territoire en termes d'appel d'air des investisseurs, les zones touristiques ont fait l'objet d'exonération fiscale. Quand vous allez en Casamance, dans les communes de Djembel, etc. Et cette exonération fiscale n'a pas fait l'objet de mesures d'accompagnement en termes de compensation. Du fait, il y a des communes qui vivaient de ces revenus, de ces recettes fiscales, qui se trouvent avec moins de plus de 70% de recettes qui perdu. Ce sont autant de choses qu'il faut aujourd'hui mettre dans la réflexion, également les emprunts obligataires, les conditionnalités de l'UEMOA et des pays, voir comment maintenant créer les conditions d'accès à l'emprunt obligataire qui ne remet pas en cause l'équilibre de l'État, parce qu'aussi il ne faut pas oublier que quand une commune emprunte sur le marché financier, c'est également comptabilisé dans la dette publique de l'État central, et quand il y a un problème, c'est l'État qui est garant de cette dette-là, ce qui fait également parfois, ça crée beaucoup de débats. Vous avez suivi en son temps le grand débat avec l'emprunt obligataire de la ville de Dakar. Le débat a été politisé, mais aussi il y a des enjeux techniques, juridiques qui sont assez sérieux. Monsieur le ministre, avec l'acte 3 de la décentralisation, on s'attendait à des communes, c'était ça le principe, oui. L'ambition aussi d'avoir des communes viables. Absolument. Et porteurs de développement. Oui. Donc forcément, on parle de l'économie des territoires. Oui. Et aujourd'hui, à l'observation, est-ce que la communalisation intégrale était une bonne chose? Non, en vérité, vous savez, il y avait une sorte de dichotomie, pour ne pas dire d'inégalité inacceptable. Moi, je suis rural. Je vous donne un cas précis pour dire en quoi la communalisation intégrale est importante et même à la limite rectifie des impairs. Quand vous prenez une commune rurale de l'époque, qui a 50 villages, vous prenez le plus gros village, entre les deux autres villages, vous l'érigez en commune. Et les 47 autres villages restent communes rurales. Saviez-vous que les maires de ces nouvelles communes avaient un salaire 2 fois supérieur à celui du président du conseil rural? Et en matière de transfert financier, le budget de ces 3 villages pouvait facilement, en termes de transfert, mais être le double du budget des 47 villages, alors qu'il y a beaucoup d'autres avantages qui étaient prévus pour la commune au détriment, parce qu'on a hérité d'un facteur colonial. En termes d'impact du quotidien des populations. Oui, en termes d'impact. Oui, c'est ce que j'ai dit. Maintenant, ce qui veut dire que le fait de diriger les communes en commune rend ces dernières plus crédibles au niveau de la communauté internationale en matière de coopération décentralisée, c'est un fait. Et ces communes accèdent aussi à un certain nombre d'avantages et à une certaine valorisation. Mais pour cela, il faut naturellement qu'il y ait un transfert de moyens concomitant au transfert de compétences. Là, aujourd'hui, il n'y a que changement d'appellation en vérité sur les faits. Parce que vous prenez une communauté qui se retrouve avec 2 agents qui tiennent la communauté de 50 ou de 40 villages. À côté d'une commune qui a, il y a une égalité des communes, qui a quand même un nombre important d'agents. Techniquement, ils n'ont pas les outils. Et sur le plan des recettes fiscales, la taxe sur la, je vous ai dit, elle n'existe plus. Elle est remplacée par le minimum fiscal. Et par conséquent, mais ces communes, sur le plan des ressources propres, ne tirent absolument rien de leur environnement social. Par conséquent, aujourd'hui, il faut une politique de discrimination positive. C'est pour ça d'ailleurs que l'État a répondu favorablement, je peux dire, à une observation du Haut Conseil de l'époque, quand le PACASEN a été lancé, avec des critères qui ne privilégiaient que les centres urbains, les communes urbaines et certaines grandes villes en vérité, parce que les critères-là ne peuvent pas être remplis par les zones rurales. Aujourd'hui, heureusement, ils ont rectifié en lançant le projet de PACASEN rural, car l'équité territoriale veut également qu'on crée les conditions d'investissement, de transfert financier sous l'angle d'une discrimination positive permettant à ces zones rurales de pouvoir s'attraper et également aller dans le sens de revaloriser le foncier rural, le sécuriser, de sorte que et finalement, qu'est-ce qu'on appelle ruralité? Qu'est-ce que
Qu'est-ce que non? Qu'est-ce qu'on appelle ruralité finalement? Non, en fait, en vérité. C'est quoi une zone rurale? Non, c'est le vrai débat. Vous savez, si on prend les textes, par exemple, le statut même des terres, c'est ce qu'on appelait les zones de terroir. Les zones de terroir, ce sont ces territoires, ces terres qui se trouvaient dans les anciennes communautés rurales de l'époque. Et vous savez, même pour vous dire en termes d'injustice, même quand il y avait un découpage à l'époque, vous découpez, vous touchez une commune. Vous savez que la commune n'est pas concernée par des conséquences négatives à l'époque, avant la modification du code général des collectivités territoriales. Alors que si vous touchiez 1 mètre carré retranché ou ajouté à une communauté de l'époque, immédiatement les entités concernées sont dissoutes. C'est-à-dire que c'est un traitement extraordinaire. Donc la réalité en tant que telle n'a plus cette valeur négative chargée qu'elle avait à l'époque coloniale, qu'on a hérité au point, en un modèle pendant longtemps. On avait cette dichotomie, même en zone urbaine, le villageois et l'urbain. Mais moi, j'ai dit à Aliousso, je suis à Dakar, mais je réclame ma ruralité. En France, le président Chirac avait créé un ministère en charge de la ruralité. La ruralité doit être simplement confondue à l'emplacement du territoire, mais avec la possibilité de pouvoir être aussi bien équipé que la zone urbaine, mais en ayant la faveur que la zone urbaine n'a pas, c'est-à-dire une bonne assiette foncière lui permettant de développer des activités. Aujourd'hui, c'est l'accès universel qui n'est pas au rendez-vous. Je suis entièrement d'accord. Sur ce plan-là, nous sommes tous d'accord que les inégalités sociales en matière d'équipement, en matière d'accès universel à beaucoup d'exigences pour l'humain sont là constatées. Ce n'est pas pour rien que notre dernière session a porté sur l'équité territoriale. D'ailleurs, sur ce plan-là, je pense que le président avait lancé des programmes qui ont paru extrêmement utiles comme réponse pour la promotion de l'équité territoriale. C'était le PUDC, c'était le PUMA, c'était des programmes comme ça qui allaient renforcer les zones rurales en termes d'équipement. Quand on venait dans une communauté où il n'y a que 3 ou 4 villages qui ont l'électricité, il n'y a pas de piste rurale praticable. Les paysans ne peuvent pas accéder pourquoi ces populations doivent se contenter de pistes rurales? Non, j'ai dit, ça dit, le minimum, ce minimum, qui n'est pas d'ailleurs normal, mais il vaut l'avoir que de ne rien avoir. Il y a encore des zones qui n'ont pas de piste rurale, même s'il y a un programme spécial qui a permis à beaucoup de zones de pouvoir y accéder. C'est pourquoi je pense que cette discrimination positive qui promeut l'équité territoriale est à encourager. C'est là où également il est important de veiller à ce que les transferts financiers mettent davantage l'accent non seulement sur la pauvreté. Vous me direz également, il y a des zones urbaines qui sont très pauvres, notamment nos banlieues. Mais ces banlieues également sont devenues pauvres et surpeuplées. C'est parce que les zones rurales ne sont pas assez attractives pour promouvoir l'exode rural. Donc, quand la zone rurale marche, fixe et retient ces populations et attire les urbains pour en faire des zones de production et d'enrichissement, ce qui est très possible, mais sans industrie et sans secteur privé local, on ne pourra pas y arriver. Oui, mais en fait, le secteur privé local, on parle au niveau local, même au niveau national, a-t-on un véritable secteur privé assez compétitif? Il faut qu'on ose dire. Parfois, on entend dire que non, il y a beaucoup de marchés qui sont gagnés par des entreprises étrangères. Mais au Sénégal, connaissez-vous un seul homme d'affaires sénégalais dont le budget, ou la structure du budget, le budget de sa structure atteint 1,5 million de dollars. Ça n'existe pas. Et ça veut dire quoi? Ah non, ça dit, on ne connaît pas ici, au Sénégal, dans le secteur privé, quelqu'un dont le chiffre d'affaires atteint 700 milliards de francs. Vous voulez dire qu'ils n'ont pas les capacités financières? C'est la vérité. Parce qu'aujourd'hui, dans le marché financier, quand vous allez au Nigeria, vous allez dans d'autres pays, mais les hommes d'affaires vous allez avoir un homme d'affaires avec une entreprise, avec des moyens qui dépassent. Mais ils sont soutenus par l'État. Je suis entièrement d'accord. Ils sont soutenus par l'État, mais aussi ils se font confiance et également créent quand même des groupements et se trouvent ensemble. Si aujourd'hui, certains hommes d'affaires au Sénégal se faisaient confiance. Pourtant, j'apprécie beaucoup la création du club des investisseurs. Ça me paraît extrêmement important, malgré après les tiraillements qui ont suivi. Mais s'ils pouvaient mutualiser leurs efforts et leurs moyens, et que l'État booste, comme le font les pays anglophones. Vous savez, les pays anglophones, ce qu'ils font. Parfois, les investisseurs, ils ont fait des textes de sorte que peut-être ça peut remettre en cause l'attractivité du pays en termes de venue d'investisseurs, mais le pays étant assez utile et assez ouvert sur ce plan-là, mais ça pousse les investisseurs à s'associer avec des entreprises locales, avec une sorte de transfert de technologie, au point que même le capital est organisé de sorte que le secteur privé local, il prend des parts et
pour pouvoir également se relancer. Il y a d'autres pays qui vont jusqu'à prendre, mais comme condition était, le fait de s'associer avec des éléments de la diaspora du pays, comme une sorte de porte d'entrée facilitant votre installation dans le pays. Il faut savoir, en restant attractif, sans fermer les portes aux investisseurs, promouvoir de façon patriotique aussi les intérêts des nationaux par une mise en relation, mais également permettre aujourd'hui, si aujourd'hui le Sénégal travaille à ce que la BNDE devient la première banque sénégalaise. C'est bien possible. Il y a des efforts à faire pour faire notre banque nationale la première banque nationale, en faisant en sorte également que même le taux de crédit soit aussi faible au point de pousser les banques étrangères qui sont établies ici à aller dans ce sens d'abaisser. Tout ça, c'est une question, en fait, d'audace et de réflexion. Là, on sort carrément du cadre territorial, mais pour moi, même quand on parle de financement des collectivités territoriales, là, tout à l'heure, je vous ai dit, on va même saisir, lui et moi, pour des questions. On va saisir ONU-Femmes, on va saisir le secteur privé national pour voir quelles sont les possibilités en termes de partenariat entre le secteur privé national, local et les collectivités territoriales pour voir également comment les pousser à pouvoir investir. On revient au territoire parce que c'est important. Le chef de l'État qui nous parle aujourd'hui de la départementalisation de Keur Massar, qu'est-ce qui va changer? Quelle est la plus-value que pourrait apporter ce changement-là au niveau des... Est-ce que ça va résoudre les inondations? Non, pas forcément, mais c'est utile déjà comme réponse par rapport aux attentes des populations d'abord, parce que gouverner également, c'est écouter son peuple et aller dans le sens des attentes de son peuple. La requête allant dans le sens de diriger Keur Massar en département ne date pas d'aujourd'hui. Je sais, nous, quand on est aux affaires, ça faisait partie de notre paquet de projets, c'est-à-dire la départementalisation de Keur Massar et la régionalisation de Podor, c'était à l'étude. C'était à l'étude en son temps. Maintenant, certains vont l'appréhender sous l'angle de la superficie. Pour dire que, j'arrive pour dire que le territoire est assez... Quand on prend la région de Dakar elle-même, elle est une région qui n'est pas vaste. Mais il y a la concentration démographique aussi est un élément qu'on prend en charge. Par exemple, vous allez à Médina Yoro Foulah ou bien à Malem Hodar. Le département est très vaste. Ces départements sont très vastes, mais peu peuplés. Vous allez à Pikine, ce département n'est pas très vaste en termes de superficie, mais c'est surpeuplé. Un préfet qui gère ce département-là, avec les services techniques qui sont dans ce département-là, mais ne peuvent pas apporter toutes les réponses qu'il faut comparativement à la segmentation de ce département en deux, d'autant plus que nous avons une sorte de concentration de problèmes, de défis à régler dans ces zones de Keur Massar, à travers également, vous avez les inondations, on a la pauvreté, on a le problème de la sécurité, et curieusement, on a également aujourd'hui une des meilleures réserves foncières dans ces zones-là, allant de Keur Massar à une partie de Rufisque, c'est-à-dire l'ancien Sangalkam qu'on avait découpé en plusieurs communes. À quoi les populations devraient s'attendre avec une départementalisation? Non, en fait, avec en érigeant Keur Massar en un département, naturellement, ce statut également exige un certain nombre d'équipements, un certain nombre d'investissements. Vous allez me dire que pourquoi ne pas le faire sans que cette zone ne soit un département. Mais psychologiquement et même moralement, gouverner, c'est agir, mais gouverner, c'est aussi rassurer. Donc, vous dire que dans ce contexte-là, les gens veulent sortir de l'eau, les gens veulent vivre mieux avec l'eau avant de parler de départementalisation. Mais faire rêver, faire espérer, en répondant de façon favorable et positive à une requête longuement formulée, dans un contexte de difficultés et de malheurs, me paraît également être une réaction politiquement acceptable. Est-ce que ce n'est pas une fausse solution à un vrai problème? Non, je ne pense pas que cela soit la fausse solution. C'est un élément additionnel à la solution globale qui est une réponse de l'État par rapport à cette situation-là, en passant en revue d'abord les impairs notés par rapport aux nombreux investissements qui n'ont pas engendré les résultats attendus. Les investissements existent. Le projet était là, le plan décennal est là, beaucoup de milliards sont mobilisés. Malgré tout, cela n'a pas empêché la situation difficile que nous vivons et que nous voyons nous. Parce qu'au-delà des inondations, dans la banlieue, la grande banlieue, ce n'est pas seulement les inondations qui constituent un problème très récurrent. Il y a le problème de la santé, il y a le problème de l'éducation. Justement, vous avez parlé de surpeuplement, d'insécurité. Est-ce qu'aujourd'hui, il fallait attendre les inondations pour départementaliser? Non, enfin, mais quelque part, je pense que les inondations, parfois, sont des révélatrices aussi de tares cachées, de carences et de failles. C'est comme la pluie dans votre maison. Car de fortes pluies vous permet de découvrir les carences, les limites et les impairs dans votre propre construction. Sauf que pour l'éducation et la santé, on n'avait pas besoin d'attendre les inondations. Pour l'éducation et la santé, vous savez aujourd'hui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on parle d'équité territoriale. Les gens vont dire que les zones rurales, les zones éloignées sont reléguées au second plan, ne sont pas équipées.
Tout est à Dakar. Pendant ce temps, si on regarde de très près, à Dakar, la surpopulation fait qu'également, les livrables sont peu signifiants comparés aux attentes et aux bénéficiaires qui sont là en instance d'attente. Ce qui fait qu'aujourd'hui, moi je pense qu'il faut qu'on travaille dans le sens d'inverser la tendance du mouvement migratoire interne au niveau national. En quoi faisant? Promouvoir l'agriculture et l'élevage, de sorte que l'intellectuel dakarois, celui qui habite en banlieue, se rende compte qu'il peut gagner des millions par année, ou beaucoup d'argent par année, en allant dans la vallée, en allant dans la zone de l'Anambé, en allant au Sine, en allant au Saloum. Mais pour ça, il faut également que l'État lève des fonds, forme les jeunes, les encadre et leur montre qu'autant qu'ils peuvent aller chercher la fortune en Europe, à le risque des périls, autant qu'ils peuvent chercher ça en dehors de leur département ou de leur région, en zone rurale, cela est bien possible. Le président aussi entame une tournée économique. Maintenant, comment faire une tournée économique dans des zones où il n'y a aucune économie? Le temps est épuisé, Pape Djibril, tu nous as complètement pris le temps. Donc, on a abordé des questions qu'on n'aurait peut-être même pas dû, et il y a d'autres questions qu'on aurait aimé aborder, notamment en politique, mais il y a également d'autres programmes qui suivent. Merci beaucoup, professeur Aliou Sow. Et à vous qui nous suivez de partout, on se donne rendez-vous demain, Inch'Allah, à la même heure. Excellente soirée sur la TFM. Merci à vous. C'était intéressant, mais